Bien, il est 16 heures, je vous propose de commencer. Bonjour, merci d'être présent, fidèle à ces leçons sur les infections émergentes, pour cette année en tout cas. Donc vous avez vu le titre, il est rappelé dans cette seconde diapositive. On donne les titres des leçons généralement à l'été, et je me suis aperçu là que j'étais un tout petit peu ambitieux. Donc ce que je vais vous proposer pour cette leçon, c'est de rester sur le thème des évolutions des sociétés et l'émergence infectieuse. On laissera la médecine, si vous en êtes d'accord, pour la prochaine leçon, puisque cette leçon sera sur l'évolution, l'adaptation des micro-organismes et, disons, l'environnement, l'émergence dans l'environnement médical se prête à fusionner un petit peu les deux, donc j'essaierai de le faire de façon un petit peu plus synthétique. Donc là, ce que je vais essayer de faire, c'est, au fond, par des touches successives, d'essayer de vous faire percevoir ce qu'est véritablement l'implication de l'homme dans l'émergence infectieuse. Et puisqu'on parle d'homme, Frédéric Keck, qui donnera le séminaire, qui n'a pas pu venir pour cette leçon dans la mesure où il a une obligation à l'extérieur, sera là à 5h30. Donc Frédéric est anthropologue et vous développera véritablement le concept du rôle, au fond, de l'homme dans l'évolution et la survenue des émergences. Et c'est, comme vous le verrez, un spécialiste en fait du relation entre l'homme et le monde animal, et il travaille beaucoup à l'heure actuelle, en particulier en Asie, sur tout ce qui concerne l'interface homme-animal et émergence de la grippe. Donc il était vraiment la personne rêvée pour renforcer, disons, des éléments de ma présentation. Alors, quelques mots d'abord sur les maladies infectieuses et en particulier l'âge d'or, si je puis dire, de la prise en charge des maladies infectieuses, c'est-à-dire au fond le milieu du XXe siècle, la mise à disponibilité en quelques décades des antibiotiques, des vaccins contre un certain nombre d'infections, en particulier chez l'enfant, ce qui fait que, au fond, dès le début des années 1950, a commencé à se développer un peu subrepticement au départ et puis se consolider au fur et à mesure des réflexions, l'idée que peut-être tout doucement les maladies infectieuses allaient passer derrière nous et ne serait plus un problème pour la société à l'avenir. Et le premier, au fond, à avoir vraiment exprimé ça de façon très claire était en 1953 Sir Macfarlane Burnet, qui était un grand scientifique, parce que c'est l'homme qui a réussi pour la première fois dans les années 40 au Royaume-Uni. Il était australien, en fait. Il travaillait au Royaume-Uni à cette époque-là à cultiver le virus de la grippe sur œuf embryonné et à développer le test d'hémagglutination qui sert encore en fait à diagnostiquer la grippe. Et la culture sur l'œuf embryonné sert encore à faire le vaccin antigrippal. Il a eu le prix Nobel dans les années 60, pas tellement pour ça, mais pour le fait qu'avec Medawar, comme il était immunologiste, au fond, découvert le principe de la tolérance immunitaire. Donc, Burnet prédisait l'élimination virtuelle des maladies infectieuses comme facteur essentiel de la vie de la société. Alors il était prudent. À cette époque-là, bien entendu, les maladies infectieuses pesaient encore très lourdement sur les sociétés, que ce soit d'ailleurs dans le monde développé ou dans les pays en voie de développement, dans les pays du Sud. Donc ce qu'il prédisait surtout, c'est le fait que ça n'allait plus être ce poids extrêmement lourd. Il ne disait pas que les maladies infectieuses allaient disparaître. Et en 1978, comme disent les anglo-saxons, to put the last nail in the coffin, William Stewart, qui était le Surgeon General aux États-Unis, Surgeon General, c'est l'équivalent du ministre de la Santé aux États-Unis, lui alors allait vraiment une étape plus en avant, sans mettre de gants. Il disait que le moment était venu de fermer le livre des maladies infectieuses et de déclarer gagner la guerre contre les pestilences. Donc ça, il faut réfléchir deux fois avant de dire des choses comme ça. Manifestement, il n'avait pas réfléchi. Mais d'un autre côté, on pouvait comprendre un petit peu les choses. Et en 1979, pour continuer dans l'optimisme ambiant, l'OMS déclarait, comme vous le savez, la variole éradiquée. Donc on était vraiment dans une espèce de période extrêmement optimiste sur le contrôle, l'élimination, voire l'éradication des maladies infectieuses à terme. Et en fait, on le comprenait, cet optimisme. Encore une fois, les antibiotiques étaient là, ils étaient encore très efficaces à cette époque-là.
Les vaccins contre les principales maladies commençaient à être utilisés sur le mode de la vaccination universelle et on voyait effectivement beaucoup d'infections, en particulier de l'enfant, commençaient à être éliminées avec deux succès majeurs qui étaient l'élimination de la poliomyélite et l'élimination de la rougeole. Donc il y avait vraiment de quoi être optimiste, mais dans le domaine des maladies infectieuses, il ne faut jamais être véritablement totalement optimiste. Et en fait, l'optimisme probablement aurait dû être tempéré très très rapidement par un certain nombre de signaux. Pour ceux qui s'intéressaient à la résistance aux antibiotiques, elle avait été prédite tout d'abord par Alexander Fleming dès les premières années de développement de la pénicilline et surtout dès le début des années 60, on a commencé à voir des résistances apparaître. En particulier, les premiers papiers ont été publiés au Japon en 1963 par Watanabe. C'était chez les Shigelle, les salmonelles. On commençait à voir apparaître la résistance au tétracycline, au chloramphénicol. Et donc, les signaux étaient là tout de même. Et les premiers mécanismes, la transmission plasmidique apparaissaient. Et on voyait bien que le monde microbien commençait, si on peut dire, à se mobiliser contre cette offensive massive qu'on lui avait imposée. Deuxième date, j'ai pris peut-être les signaux, en tout cas ceux qui m'ont peut-être le plus marqué au fur et à mesure de ma carrière. 1976, Yambuku, c'est un tout petit village du Zaïre, c'était comme ça que s'appelait à l'époque la République démocratique du Congo, et la première petite épidémie de virus Ebola, 300 et quelques cas, 220 décès. Donc quelque chose qui, à ce moment-là, était un petit signal, même si, quelque part, on voyait apparaître d'un seul coup dans l'espèce humaine un nouveau virus, puisqu'il a été découvert très rapidement, de façon assez héroïque d'ailleurs, par Peter Piot dans les mois qui ont suivi l'épisode. Puis en 1976, toujours, il y a cet épisode très bizarre au départ, qu'on ne comprenait pas très bien, d'épidémie dans un hôtel aux États-Unis, qui abritait à ce moment une conférence d'anciens combattants. Et la découverte à l'occasion de cet épisode qui avait fait plusieurs décès liés à une pneumonie extrêmement sévère de Legionella pneumophila, en fait la maladie des légionnaires, c'est la maladie des anciens combattants, c'était une nouveauté, c'était de nouveau un signal. Et puis en 1978, date à laquelle le Surgeon General a fait sa grande sortie, commençaient à apparaître en Californie et à Haïti des cas d'immunodéficience très très bizarres qui au début semblaient essentiellement être limités à la communauté homosexuelle en Californie en particulier et en Haïti, et puis qui s'est avéré très rapidement, vous le savez, être le sida et en fait devenir une pandémie en quelques années. Donc les signaux étaient là, simplement on ne voulait peut-être pas encore trop les voir et peut-être quelque part on a pris un petit peu de retard sur un certain nombre de situations. En fait, pour qui est microbiologiste, la nature a horreur du vide et quoi qu'il arrive, il y aura toujours des micro-organismes qui s'adapteront et qui remplaceront au fond ceux qui ont été éliminés. Et donc cette espèce de règle écologique, je pense, doit être imprimée une bonne fois pour toutes de façon à ne pas sombrer dans cet optimisme béat qui fait souvent faire des bêtises. Et au fond, si on revient, je dirais, aux racines de la réflexion sur les maladies infectieuses, on tombe quelques décades auparavant sur une personnalité tout à fait extraordinaire pour qui j'ai énormément de respect, qui a d'ailleurs été professeur ici au Collège de France au début des années 30, qui est Charles Nicolle. Charles Nicolle était un de ces pasteuriens, je dirais, dans la tradition, puisqu'il a fait l'essentiel de sa carrière hors de l'Institut Pasteur de Paris, en particulier à Tunis. Et c'est lui qui a découvert le mode de transmission du typhus, c'est lui qui, on parlait de maladies émergentes, c'était pas mal déjà, il a pour cela en particulier eu le prix Nobel en 1928. Et Charles Nicolle, malheureusement, je dirais entre guillemets, il écrivait en français et espèce de poussée du monde anglo-saxon, en particulier en médecine, a fait que les choses n'existent que si elles sont écrites en anglais. Donc les contributions, la réflexion de Charles Nicolle est un petit peu inaperçue et j'essaye d'en faire pas mal la promotion. Il écrivait alors à la manière de l'époque et
dans disons, une ambiance où on ne connaissait pas encore les bases moléculaires des infections, on connaissait pas encore, on ne savait même pas encore qu'il y avait de l'ADN dans les microbes, qu'il y avait des gènes, qu'il y avait des systèmes de résistance, qu'il y avait des facteurs de pathogénicité. On voyait simplement les maladies et éventuellement un microbe derrière, puisque l'école pasteurienne et Robert Koch étaient passés par là, mais sans plus. Et malgré ça, il écrivait « Il y aura donc des maladies nouvelles, c'est un fait fatal. Un autre fait aussi fatal est que nous ne saurons jamais les dépister dès leur origine. Lorsque nous aurons la notion de ces maladies, elles seront déjà toutes formées, adultes pourrait-on dire. Comment les reconnaîtrons-nous, ces maladies nouvelles? Comment soupçonnerons-nous leur existence avant qu'elles n'aient revêtu leur costume de symptômes ?» Alors ça paraît un petit peu vieillot dans l'expression, dans la terminologie, mais tout y est déjà, en fait. Tout, quand on lit entre les lignes, il avait lancé d'ores et déjà dans les années 20, dans les années 30, ce signal. Et il avait colligé d'ailleurs l'ensemble de ses leçons au collège dans un très bel ouvrage qu'on trouve. Je ne donnerai pas de nom d'organisme de distribution des ouvrages, mais qu'on trouve par exemple il y a eu plusieurs façons et annotations, mais essentiellement le destin des maladies infectieuses, qui est en plus un très très joli titre. Un autre titre était Naissance, vie et mort des maladies infectieuses, ce qui était pas mal non plus. Donc Charles Nicholl, je pense, est un des personnages qui a marqué tout à fait cette réflexion globale sur les maladies émergentes. Alors, la question au fond, c'est est-ce que ce qu'on voit à l'heure actuelle, c'est un peu comme j'ai mis dans mon titre, l'émergence de l'émergence, ou est-ce que c'est au fond la permanence de l'émergence? L'espèce humaine est probablement, pas probablement, certainement l'espèce animale qui est la plus parasitée, c'est-à-dire la plus infectée par des micro-organismes de toute nature, bactéries, virus, champignons, parasites. On a calculé qu'en gros, si on met tout ensemble, on se retrouve avec quelque chose de l'ordre de 1400 espèces de microbes et parasites répertoriés donc chez l'homme. Une grande majorité de ces micro-organismes a été acquise à partir du monde animal, ça c'est maintenant une certitude. Et au fond, ces maladies, pas les maladies émergentes, les maladies courantes qu'on observe, la tuberculose, on a parlé de la lèpre, on a parlé d'un certain nombre de maladies d'ores et déjà, sont au fond le reflet d'émergences historiques, c'est-à-dire d'événements qui se sont situés quelque part dans l'histoire. On a essayé de les redéfinir la dernière fois avec l'ADN fossile. On a vu les difficultés d'aller essayer de lire dans les génomes de ces micro-organismes, dans ces génomes reconstitués, en fait, le secret de l'émergence. Mais néanmoins, on est bien convaincu que c'est né d'émergence et en particulier de passage du monde animal au monde humain à des époques variables et dans des circonstances variables en fonction de la socialisation, de l'urbanisation, développement, de la domestication, bien entendu, des animaux et puis du développement des échanges commerciaux. Donc on est dans une situation d'émergence successive qui, au fond, se sont, comme je le mets ici entre guillemets, incrustées dans l'espèce humaine. Et c'est contre un certain nombre de ces maladies qu'on essaye et qu'on a essayé avec succès de développer, en particulier des vaccins. Donc au fond, les émergences contemporaines n'ont rien de nouveau dans la réalité et dans le concept. Ce qu'on voit simplement, clairement, c'est une accélération de ces émergences. C'est le fait que le monde tel qu'on l'a façonné, on a parlé d'anthropocène la dernière fois, c'est-à-dire un monde où l'homme a véritablement un poids sur l'évolution de la planète. L'anthropocène, entre autres éléments, facilite, je dirais malheureusement, l'accélération de la survenue de ces émergences infectieuses. Alors, pourquoi des maladies infectieuses émergentes? On va revenir sur la définition tout de suite après. Si on fait une diapositive un peu pédagogique, on peut commencer à lister des éléments d'explication. Il y a bien sûr les microbes, en particulier les facteurs génétiques et biologiques propres aux microbes, leur adaptation, on en reparlera en particulier dans la prochaine leçon, le fait que les bactéries ou les virus mutent ou sont capables d'acquérir de façon horizontale des gènes d'autres
microbes, d'autres espèces microbiennes, ce qui va leur donner éventuellement une nouvelle fonction. Et tout ça passé par le filtre de la sélection naturelle, hein, tout ça est encore une fois extrêmement darwinien, va faire que certains micro-organismes vont sauter par exemple d'une espèce à l'autre, de l'animal à l'homme, et si les altérations qu'ils ont subies dans leur génome permettent un développement chez l'homme, on va être bien entendu en présence d'une situation qui peut entraîner éventuellement une émergence. Il y a aussi bien sûr l'hôte, sa propre résistance innée en particulier, et les possibilités que certaines modifications génétiques de l'hôte puissent faciliter certaines infections. Et puis il y a bien entendu les vecteurs, puisque beaucoup de ces infections émergentes, en particulier dans les régions intertropicales, sont liées à des vecteurs, en particulier des arthropodes. La compétence, on y reviendra, il y a une leçon entière sur les vecteurs et un séminaire par Annabella Fayou. La compétence de ces vecteurs, c'est-à-dire leur capacité d'héberger, de laisser se multiplier et de transmettre un virus plutôt qu'un autre, va être un des paramètres extrêmement importants dans toute cette chimie, si je puis dire, d'intégration de ces éléments pour aboutir à une émergence infectieuse. Et puis il y a toujours, et je pense que Charles Nicholl n'aurait pas dit le contraire, des facteurs inconnus. Une boîte noire, c'est ce qu'il appelait le génie des maladies infectieuses. Pourquoi des maladies apparaissent, pourquoi des maladies disparaissent. On a vu le choléra, le secret du choléra, le fait que le choléra avait une vie cachée, environnementale, très très longtemps oubliée, et qu'en réalité, c'était au rythme de cette vie environnementale qu'apparaissaient les émergences chez l'homme. Donc, bien sûr, l'émergence des maladies infectieuses a amené à l'éclosion, l'émergence de penseurs sur les maladies infectieuses, et il en fallait bien entendu. Un des premiers à avoir vraiment essayé de caler les définitions, c'était Stephen Morse au Rockefeller à New York, qui définissait en fait comme émergentes des infections nouvellement apparues dans la population ou des maladies ayant déjà existé, mais présentant soudain un profil d'accroissement rapide, d'incidence et ou d'extension géographique. C'est-à-dire soit le microbe est tout à fait nouveau, soit il était déjà connu, mais en fait réapparaît sur un mode totalement différent sur le plan de la dynamique en fait de l'épidémie, et on devrait ajouter bien entendu à cette définition la résistance aux anti-infectieux, en particulier la résistance aux antibiotiques, qui est en elle-même un facteur d'émergence de microbes déjà connus, déjà implantés dans l'espèce humaine, mais qui vont se redéployer avec efficacité. C'est la problématique, par exemple, de la résistance de la tuberculose aux anti-infectieux, aux antituberculeux. On sait très bien, par exemple, qu'en Afrique, la convergence du sida, de l'immunodéficience et de la résistance a amené à une explosion de la tuberculose, et on peut vraiment décemment parler d'émergence ou de réémergence de la tuberculose dans ce cas-là. Puis le deuxième intervenant, je dirais, sur cette réflexion sur les maladies infectieuses émergentes, c'est un grand scientifique américain, j'en ai déjà parlé des années précédentes, qui est Josh Lederberg, qui a été un des grands pionnier de la génétique moléculaire microbienne. Et à ce titre-là, et au titre de son intérêt pour les maladies infectieuses, au-delà de son intérêt pour la biologie fondamentale de la génétique des microbes, Josh s'était intéressé un peu à tout. Il était même expert pour la NASA et donc des choses, microbiologie extraterrestre. Mais c'était un penseur, et dès 1992, à la demande de la National Academy of Science aux États-Unis, il avait, avec un certain nombre de collègues, ce n'était pas sa contribution exclusive, établi un rapport dont le titre était Emerging Infections. Et ce rapport est vraiment très intéressant parce qu'il y a déjà, dès ce moment-là, un premier tentative de rationalisation du concept d'émergence. C'est-à-dire quand on regarde le schéma qui est une des figures de ce rapport, on retrouve déjà les facteurs de l'émergence, à savoir les données microbiologiques et puis les données, disons, environnementales, pour faire simple,
qui vont amener à l'enrichissement d'un pool de micro-organismes éventuellement candidats à, dans un premier temps, des infections zoonotiques, c'est-à-dire des infections dans le monde animal, avec cette notion d'épizootie et de cycle d'infection chez l'animal, comme on l'a vu par exemple pour la peste la semaine dernière. Donc cette notion initiale de constitution d'un réservoir et puis d'un événement de transmission, de saut d'espèces, de passage chez l'homme, ça c'est l'étape 1, si l'on peut dire, et une étape 2, ça c'est moi qui l'ai rajouté, qui est celle de l'éventuelle diffusion de ce premier passage chez l'homme et donc du succès éventuel du développement d'une épidémie ou d'une pandémie. Donc en gros, tous les paramètres étaient déjà en place et au fond, il n'y aurait pas grand-chose à dire à part quelques détails ici ou là qui sont plus des détails qui sont des variations spécifiques de tel ou tel système. Alors au fond, avec ces éléments de reconnaissance, qu'est-ce qu'on peut dire des prévisions de Charles Nicholl, qui donc dès les années 30 avait prévu qu'il y aurait toujours des maladies infectieuses? Elles ont été totalement confirmées. Je suis un peu biaisé vis-à-vis de Charles Nicholl, mais bon, c'est pas grave. Par un article de Nature qui a vraiment été un article très, ce qu'on appelle un landmark paper, c'est-à-dire un papier qui a vraiment mis les choses en place, de Keith Jones en 2008, qui était intitulé Global Trends in Emerging Infectious Diseases. Quand on a pris ce papier, on pensait que c'était un truc sur un autre papier sur la notion d'émergence. En fait, c'était un vrai travail de fond où les auteurs avaient colligé l'ensemble des événements d'émergence depuis 1940 jusqu'aux années 2004. Et ils avaient colligé 335 événements d'émergence en cette période donc d'une soixantaine d'années, ce qui est absolument considérable. Alors, il y avait, on reverra tout à l'heure un histogramme, clairement une poussée dans les années 80-90 qui a été liée au fait que le sida et l'immunodéficience du sida, qui s'est développée dans une quand même proportion non négligeable de la population, a donné lieu à l'émergence de micro-organismes qu'on appelle opportunistes, mais qui, néanmoins, chez ces personnes qui avaient un déficit massif du système immunitaire, pouvaient avoir des conséquences dramatiques. C'est d'ailleurs de ça que décédaient les patients atteints de sida, en particulier de pneumonie à pneumocystis carinii, d'infections dramatiques à cytomégalovirus et autres infections de cette nature. Donc on a eu une espèce de boost, si je puis dire, de la fréquence des émergences à cause de ce que le sida présentait finalement comme facteur favorisant. Donc on voit en fait la courbe ensuite redescendre, mais le rythme de ces émergences reste relativement soutenu. Il suffit de voir ces quelques dernières années, entre la dengue qui réapparaît, le chikungunya, le Zika. Je veux dire, les journaux sont pleins de ces émergences et d'ailleurs tout à fait à juste titre. Alors, ce qu'il y avait dans cette étude, c'était des biais, mais qui n'étaient pas inhérents aux auteurs. C'était véritablement la difficulté de colliger ces données parce qu'il y a une inégalité claire dans le rapport de ces événements d'émergence. Si on considère ce qui est publié dans les pays, c'était une méta-analyse en fait, dans les pays du Nord et dans les pays du Sud, clairement les pays du Nord identifient et rapportent plus que les pays du Sud les événements d'émergence. Donc il y a de ce côté-là un véritable biais. Un autre biais, c'est que beaucoup de ces infections, paradoxalement, parce qu'on a l'impression qu'on vit dans une ambiance d'émergence virale à l'heure actuelle, beaucoup de ces infections émergentes étaient d'origine bactérienne et le biais est la résistance aux antibiotiques, justement, qui amenait des épisodes, par exemple les staphylocoques résistants à la méticilline, qui en eux-mêmes finissaient par faire une véritable entité émergente, et il y avait bien entendu d'autres exemples. Ce qui était néanmoins très clair dans cette étude, c'est que le monde de l'émergence était dominé par les zoonoses, plus de 60%, et qu'une grande partie de ces zoonoses n'étaient pas des zoonoses issues du monde animal domestique, mais issues du monde animal de la faune sauvage, ce qui était le cas
pour le VIH, ce qui était le cas pour le virus Lassa, pour les virus des fièvres hémorragiques, Marburg, Ebola, ce qui a été le cas pour le SRAS et le MERS. On va y revenir puisque j'en prendrai les infections à coronavirus un peu comme un exemple où on va pouvoir disséquer un petit peu les mécanismes de cette émergence. Donc, les prévisions de Charles Nicholl totalement remplies et sans rentrer dans aucun détail, ça c'est une carte qui représente à peu près 50 années d'émergence infectieuse et vous voyez, et elle est loin d'être complète, la densité d'événements et cette espèce d'augmentation paradoxale dans les latitudes plutôt nord, mais qui encore une fois est liée à l'identification plus précise et à la publication en fait de ces événements d'émergence. Alors, on peut commencer à essayer de, je ne vais pas vous embêter avec des tableaux, ce sera en gros mon seul tableau, de clarifier un petit peu les choses, et c'est là que le concept de société, éventuellement d'évolution de la société, rentre en compte pour mieux comprendre, au fond, l'ambiance, les conditions dans lesquelles ces infections vont émerger. Alors, il y a bien entendu, ce sera un peu la structure de ma présentation, les changements écologiques, le développement économique, la mise en culture de nouvelles terres. Tout ça, c'est de l'Anthropocène, c'est de l'irruption en particulier de l'espèce humaine dans des zones où elle n'était pas éventuellement familière auparavant, et va donc rencontrer des réservoirs de micro-organismes, en particulier de virus, des vecteurs qui vont donner éventuellement cette première étape de transmission. Et là, on se trouve dans des situations sur le plan de facteurs plus spécifiques, comme l'intensification de l'agriculture. On reviendra sur la population mondiale et les nécessités vitales d'intensification de l'agriculture dans certaines régions, et le risque, bien entendu, que ça pose sur le plan infectieux. Les barrages, vous connaissez tous, j'imagine, l'histoire du barrage d'Assouan et de l'explosion de la bilharziose en Égypte dans les années 70-80. La déforestation, tout ça sont des éléments liés à l'homme et qui vont causer un certain nombre de maladies ou de situations d'émergence marquées par la présence de micro-organismes. On reparlera en particulier du virus Nipah que j'ai un peu sélectionné parce que j'ai trouvé que l'ambiance d'émergence était intéressante et illustrait très bien la situation. Il y a des éléments démographiques humains, des événements sociétaux, les pèlerinages de masse, j'en dirai un tout petit mot, les migrations, l'exode rural, les guerres, la décrépitude urbaine dans certaines mégapoles des pays en voie de développement, les comportements sexuels, tout ça c'est de la société, avec ces problèmes et ces accidents. Et accroché à l'ensemble de ces événements, il y a toujours des micro-organismes qui vont venir se glisser et profiter, si on peut dire, de cette situation. Le VIH, vous n'avez pas de mal à le rapporter à ces éléments de comportement. La dengue avec l'explosion de certaines affections dans des environnements urbains. Les méningites à méningocoque qui ont marqué, par exemple, des pèlerinages de la Mecque avec une mortalité importante, les maladies sexuellement transmissibles en général. Donc on peut redessiner un petit peu la carte des conditions humaines et sociétales. Et si on continue l'exercice, le commerce, les voyages internationaux, bien entendu, au fond, pour revenir un petit peu au schéma de Josh Lederberg, encore une fois, il y a deux étapes. Il y a cette étape initiale de passage d'espèces, c'est-à-dire que du monde animal, on assiste à un passage dans l'espèce humaine, qui peut être en fait une impasse et se terminer là. Mais si l'événement a du succès, si je puis dire, et si l'homme est capable de transmettre, ensuite, l'explosion de l'épidémie va se faire au fond à la vitesse et à l'efficacité dans le transport de ce micro-organisme à distance. Et il est clair que cette deuxième étape d'expansion, elle va exploser
à partir de la fin du XIXe siècle et plus récemment avec l'augmentation de la population humaine, l'augmentation des transports et donc des voyages intercontinentaux. Donc on est dans une situation, on le reverra tout à l'heure avec le MERS, où un épisode qui démarre en Arabie Saoudite se retrouve en quelques semaines en Corée. Et donc des espèces de réensemencement à grande distance qui bien sûr posent un problème énorme dans la compréhension de la dynamique initiale de cette épidémie et la prise en charge. Un point sur lequel il faut insister aussi en matière de phénomènes de société, j'en dirai tout de suite quelque chose à propos d'Ebola, c'est la faille dans les systèmes de santé publique et en particulier la décrépitude encore existante dans un certain nombre de pays en voie de développement, en particulier en Afrique subsaharienne. Les systèmes de santé sont dans un état lamentable à la suite de conflits, de guerres civiles, de défauts dans les schémas de développement. Et le résultat, malheureusement, est impitoyable. On a parlé de la tuberculose et on peut parler de bien d'autres infections qui se développent à cause de cette insuffisance des systèmes de santé. Et justement, je trouve que dans l'émergence, une des infections les plus emblématiques récemment, sans doute, est l'infection par le virus Ebola. Et si on regarde, disons, la dynamique de l'émergence d'Ebola, on voit ces signaux dont on a parlé tout à l'heure. Ça, c'est Yambuku, 1976. Mais il y a eu Kikrit un petit peu plus tard, au milieu des années 80-90. On a des petites flambées comme ça, locales, qui sont probablement restées extrêmement limitées, car les zones dans lesquelles ces événements de passage en fait, du virus à l'homme sont restés des zones extrêmement isolées. Yambuku, c'était un petit village perdu dans la forêt à la frontière de la République centrafricaine, au milieu de rien du tout. Donc les risques de transmission à distance par rapport à une population qui vivait quasiment en autarcie dans ces villages étaient relativement limités. Et puis en 2013, fin 2013, décembre 2013 et les premiers mois de 2014, jusqu'au mois d'avril-mai, on voit cette explosion de l'infection Ebola dans 3 pays d'Afrique de l'Ouest, zone où Ebola n'était jamais apparu jusqu'à présent, donc très à distance de cette espèce de foyer historique central d'Ebola, c'est-à-dire initialement en Guinée, puis par proximité frontalière en Sierra Leone et au Libéria. Et en l'espace d'un peu plus d'un an, l'épidémie a un peu diminué et puis ensuite a reflambé. On est arrivé à cette épidémie assez apocalyptique, vous vous en souvenez, avec quelque chose comme environ 30 000 cas, tout bilan fait, et une mortalité d'un tiers, c'est-à-dire 30% ou 33% de mortalité, ce qui est absolument faramineux et un peu terrifiant. Et puis des petites métastases à distance, au Congo, au Mali, au Sénégal. Donc là aussi, des petits signaux sur le risque finalement de pandémisation de cette épidémie. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui explique, au fond, c'est la raison de ce point d'interrogation, la transition entre ce mode de petites, on appelle ça outbreaks en anglais, de petites épidémies très limitées à quelques centaines d'individus, c'est déjà pas mal, mais ce n'est pas beaucoup par rapport à ce qu'on a vu là. Donc qu'est-ce qui s'est passé là qui a fait cette explosion? Et au fond, encore une fois, le génie des maladies infectieuses, il garde ses secrets et je ne suis pas en train de vous dire qu'on a toutes les réponses. Mais clairement, on peut essayer de dissocier les événements, encore une fois, en ces 2 étapes que j'ai déjà mentionnées. La première étape, c'est la nécessité de cet événement de saut d'espèces. Parce que clairement, ça n'est pas dû à des migrations de personnes qui seraient venues des foyers d'Afrique centrale, subsaharienne. On est dans un événement créé localement. Donc il y a ce phénomène de saut d'espèces qui se fait essentiellement en région sylvatique, c'est-à-dire en forêt. Et pourquoi là, à ce moment-là, plutôt qu'à d'autres moments?
Bon, le réservoir d'Ebola, il y a un réservoir primaire qui est la chauve-souris, et puis surtout il y a un réservoir secondaire qui sont les grands singes, et il y a une épisodie d'infection Ebola chez les grands singes. On a perdu en quelques dizaines d'années à peu près la moitié des populations de gorilles et de chimpanzés en Afrique centrale, dans toutes ces régions où les grands singes sont endémiques. Donc, il n'est pas très étonnant que disons, la pénétration forestière des êtres humains qui est liée d'abord et avant tout à une crise alimentaire et à une crise économique et sociale. Donc on va vers la forêt parce que c'est là qu'il y a de la nourriture. Et une des nourritures favorites en termes de nourriture carnée, c'est le singe. Et c'est donc l'abattage des singes pour des raisons nutritionnelles, ce qu'on appelle le bush hunting. Et chacune de ces événements peut amener à la contamination de l'individu qui fait l'abattage ou des individus qui assistent au dépeçage des animaux lorsqu'on les ramène dans les villages. Donc l'événement primaire, maintenant, il est relativement bien cerné et on ne revient pas trop là-dessus, mais il faut une deuxième étape, c'est-à-dire une deuxième étape d'expansion. Et clairement, ça ne s'était pas ou très très peu produit dans les événements initiaux sur la diapositive précédente. Alors, qu'est-ce qui a expliqué cette explosion de l'épidémie d'Ebola? Là aussi, on se trouve dans une situation qui est très marquée par les comportements humains et les conséquences des comportements humains. Il y a eu, bien entendu, quelque chose qui ne s'était pas produit jusqu'à présent, c'est cette progression de village en village, transfrontalière, et puis le moment où ça atteint une grande ville, où bien entendu la densité de population facilite encore plus la transmission, qui pourtant n'est pas si facile que ça. L'Ebola, c'est vraiment, il faut un contact avec des humeurs, avec du sang, avec des fécès, avec des urines. Donc, il faut vraiment un contact très proche. C'est pour ça d'ailleurs que ce sont surtout les personnels médicaux et paramédicaux qui sont touchés en première intention, si je puis dire. Mais les paramètres étaient là probablement dans cette région. Il y a l'extrême pauvreté. Vous savez que c'est des régions qui sont $1 ou €1 par jour de revenus moyens, ce qui marque quand même le niveau malheureusement de sous-développement de ces régions. La précarité, c'est presque un euphémisme des systèmes de santé, avec une insuffisance qualitative, quantitative des personnels médicaux et paramédicaux, des infrastructures qui sont malheureusement inexistantes ou délabrées suite aux guerres civiles et au non-investissement dans ces infrastructures, l'absence de matériel jetable en particulier. À Yumbuku, la première épidémie au Zaïre, c'était essentiellement des aiguilles. La transmission avait été faite sur un mode essentiellement nosocomial. C'était les gens qui passaient par l'hôpital qui attrapaient l'infection par Ebola. Et puis il y a des éléments anthropologiques dont on reparlera sans doute avec Frédéric. Le manque de confiance des populations dans les médecins, dans les médecins étrangers en particulier, le recours à des guérisseurs, la négation de l'existence de l'agent contagieux, le non-respect des mesures d'isolement de base. Souvent, les patients allaient à l'hôpital, éventuellement ils s'infectaient à l'hôpital. S'ils étaient arrivés en bonne santé, ils revenaient chez eux. On les cachait quand ils étaient malades. On continuait à faire ces rites qui sont connus pour apporter la contamination, la contagion au moment des enterrements. Donc toute une espèce d'échappement de la population aux règles qui seraient nécessaires pour la contrôle de ce type d'épidémie, en l'absence de vaccins, en l'absence de thérapeutiques efficaces, qui a fait probablement que de proche en proche, avec sans doute un petit peu de retard à l'allumage, si je puis dire, au démarrage, malgré les cris d'alerte des médecins sur place, en particulier les gens de MSF qui avaient été sur place très très précocement, a fait qu'il a fallu vraiment gérer cette situation, souvent toujours avec un retard qui s'est accumulé et qui explique sans doute cette explosion. Donc je pense que Ebola est bien sûr un peu caricatural dans une certaine mesure parce qu'il est survenu dans des conditions extrêmes de pauvreté et de délabrement des infrastructures,
mais tout de même, on a là sans doute une explication de ce côté explosif de l'épidémie. Alors, une fois qu'on a parlé d'Ebola et justement de ce côté presque d'école, il faut quand même dire que les risques sont partagés et les risques d'émergence infectieuse sont partagés. Dans les pays industrialisés, on a des facteurs de risque qui sont non négligeables. On a vu l'émergence des maladies à prions qui sont en fait une réponse au schéma d'agriculture intensive, au schéma de la chaîne alimentaire industrielle. Toute rupture dans la traçabilité des denrées se payant éventuellement d'un accident émergent. J'en montrerai un exemple tout de suite après. Les environnements complexes à risque, le milieu hospitalier, bien entendu, dans sa complexité technologique, est devenu une source possible d'infections nosocomiales, comme on les appelle, on en reparlera la prochaine fois. Les changements écologiques, climatiques, les populations d'insectes qui commencent à monter vers le nord et à nous mettre à risque d'infections qui jusqu'à présent étaient des infections classiques des zones intertropicales. Donc il y a tout un tas de situations qu'on partage, et ne serait-ce qu'avec la rapidité des voyages, avec les populations vivant dans le sud, qui sont considérées en fait comme souvent les zones d'émergence. Alors, dans les pays en développement, on est dans des systèmes, bien entendu, plus précaires par rapport à ces conditions de survenue, la concentration de population à la périphérie des grandes villes, les conditions d'hygiène défaillantes, la pollution massive de l'air, les microparticules. Ces microparticules sont considérées comme la première cause de pneumonie pédiatrique en Afrique. C'est véritablement un problème, je dirais, émergent en soi-même. L'invasion des zones forestières, on en a parlé à l'occasion d'Ebola, la rencontre avec de nouvelles espèces animales éventuellement porteuses de virus souvent jusqu'à présent inconnus ou en tout cas non détectés dans ces situations, les systèmes de santé précaires. Et puis en toile de fond de ce risque partagé d'émergence infectieuse, il y a deux éléments communs qui sont l'augmentation de la population mondiale. On est passé de 6 milliards à 7 milliards en 15 ans, ce qui est quand même tout à fait considérable et qui met une pression terrible sur le risque infectieux, et l'augmentation des voyages avec là aussi des chiffres qui s'envolent, si l'on peut dire, puisqu'on est passé je reprenais les chiffres, de 2 milliards de passagers en 2006 à 3 milliards, presque 3 milliards et demi en 2014, donc on est là dans une situation qui au fond, est relativement préoccupante pour l'avenir, et je pense que Charles Nicholl aurait été assez d'accord avec moi. Ça, c'est l'augmentation de la population mondiale. En bleu, les populations du Nord, et en rouge, les populations des pays en voie de développement ou des pays en émergence. Vous voyez que c'est quand même la population des zones les plus à risque d'émergence qui augmente le plus rapidement. Et on est donc dans cette situation où, avec l'exode rural qui se poursuit, on dit généralement qu'en 2050, 75% de la population de la planète vivra en ville, ce qui est un peu terrifiant. C'est-à-dire qu'en fait, on va voir peu à peu se développer ces espèces d'énormes mégapoles. J'ai mis un tableau ici rapide qui montre les populations urbaines. On a déjà 20 villes qui sont une population égale ou supérieure à 15 millions d'habitants. Et parmi ces 20 villes, une bonne moitié sont des villes de pays émergents ou de pays vraiment très pauvres, avec les risques, comme on l'a dit, en particulier dans ces zones périurbaines extrêmement défavorisées, de survenue d'accidents de transmission et d'émergence infectieuse. Donc on est à faire face maintenant à un risque commun dans ce développement des mégapoles, et je pense qu'après cette période d'émergence, en particulier en milieu rural, si on peut dire, et en particulier en milieu forestier pour certaines d'entre elles, il va falloir de plus en plus se recentrer et se concentrer sur le risque urbain du fait de l'explosion des populations. Et puis cette jolie image, en fait, qui traduit la densité des transports intercontinentaux,
on imagine bien que demain matin, une émergence au centre de l'Afrique ou quelque part en Asie a aucune difficulté, pour peu que le micro-organisme soit transmis, mais que la période d'incubation soit relativement lente, a peu de difficulté à se sauter d'un continent à l'autre. Et on l'a vu très bien en 2003 lorsque le SRAS a débuté en Asie, en particulier à Hong Kong. On a eu des métastases, si on peut dire, quasiment immédiates à Toronto. Et l'épidémie la plus lourde s'est développée en fait à Toronto. C'est-à-dire qu'en quelques jours, en quelques semaines, l'épicentre de l'infection s'est déplacé dans une autre zone. Et si on n'avait pas pris les moyens nécessaires, ce qui n'a pas été facile d'ailleurs à l'époque, les choses auraient pu se disséminer encore plus. Alors, juste pour parler justement de ces échanges, ce n'est pas uniquement les échanges physiques des individus, c'est aussi les échanges de denrées. Et dans une des zones les plus improbables pour la survenue de maladies émergentes, compte tenu des conditions d'hygiène, du revenu moyen des habitants et ainsi de suite, qui est le nord de l'Allemagne, on n'aurait pas pu imaginer voir exploser en 2011 cette épidémie d'Escherichia coli entéro-hémorragique, qui a quand même causé environ 5000 cas sur l'Allemagne simplement, avec plusieurs centaines d'événements d'insuffisance rénale et une bonne cinquantaine de décès, ce qui est vraiment qualifie pour une maladie émergente. Et ce qu'on a vu au fur et à mesure que la maladie évoluait dans son épicentre du nord de l'Allemagne, c'est là aussi l'apparition de cas, de petits clusters. Il y en a eu en France, il y en a eu au Royaume-Uni. Et ce n'était pas des individus qui circulaient. Là, en fait, c'était la distribution alimentaire, une faille dans la sécurité de la chaîne alimentaire. C'est-à-dire que, en fait, c'est des graines qu'on appelle du fenugrec qui étaient cultivées de façon très biologique en Égypte, puisqu'on épandait des matières fécales humaines et que Escherichia coli entéro-hémorragique est un habitant de la flore intestinale à la fois chez l'homme et dans le bétail. Donc ces graines, n'ayant pas subi de contrôle suffisant, probablement, ont été utilisées pour faire des salades dans le nord de l'Allemagne et ont contaminé avec la gravité qu'on a vu les individus. Donc ces phénomènes d'échange rapide, clairement, à la fois des individus et des denrées, nous mettent en situation d'émergence infectieuse, même dans les endroits les plus improbables pour cette survenue. Et puis il ne faut pas se leurrer, l'Europe a des foyers de pauvreté importants. On voit avec la crise économique depuis le début, disons, des années 2000, une paupérisation d'une frange relativement importante de la population. On aime ou on n'aime pas, mais 16% de la population européenne vit sous le seuil de pauvreté. Et la vie sous le seuil de pauvreté, ça veut dire en particulier des enfants qui vivent dans des conditions sanitaires extrêmement précaires, avec une densité dans les espaces vitaux extrêmement importante, et un risque en particulier de décrochage des systèmes de santé. Et une étude faite il y a 2 ou 3 ans maintenant dans les hôpitaux de Marseille, aux urgences pédiatriques, avait recensé le taux de couverture vaccinale de ces enfants. Et vous voyez, il suffit de regarder la partie noire, la colonne noire, à quel point les vaccins les plus importants sont très insuffisamment exécutés chez ces enfants, HIB par exemple, rougeole et autres. Donc on est dans une situation où se créent des poches de non-vaccination. Et on a bien vu, par exemple, dans cet épisode d'épidémie de rougeole en France entre 2008 et 2015, qu'une partie était liée à une sous-vaccination, c'est-à-dire que la couverture vaccinale est insuffisante, mais pas si basse que ça. On est aux alentours de 85%, alors qu'on devrait être un peu au-dessus de 90%. Mais surtout à la combinaison de cette sous-vaccination qui nous met un tout petit peu en dessous du seuil, avec des poches de non-vaccination
en particulier dans ces populations défavorisées, qui vont en fait alimenter le redéploiement du micro-organisme et l'épidémie qu'on a pu voir. Donc c'est de l'émergence dans une certaine mesure, où il n'y avait plus de rougeole en France dans les années où cette épidémie a recommencé. Donc appelons ça de la réémergence, et c'est aussi de l'émergence, parce que dans ces situations-là, souvent, c'est un virus mutant, c'est un virus éventuellement plus pathogène qui va réapparaître, donc on est quelque part sur une carte d'identité différente du microbe. Donc encore une fois, c'est un souci global et ce n'est pas uniquement une affaire de pays en voie de développement. Puis le dernier point dans ces aspects un petit peu généraux sur les comportements humains, c'est le fait qu'on aime de plus en plus se retrouver, on est plus nombreux, donc par définition les regroupements humains sont plus denses. Alors on peut le faire pour des raisons sportives, on peut le faire pour des raisons religieuses, mais tout ça représente effectivement aux yeux des autorités maintenant un véritable risque. Le pèlerinage de la Mecque, au fil de son histoire, a été marqué par des épidémies, en particulier très sévères de méningite à méningocoque, où les pèlerins eux-mêmes étaient malades et éventuellement rapportaient le micro-organisme au retour du pèlerinage, ce qui a posé des problèmes, en particulier en 1987. Il y a eu une grosse épidémie de méningite à méningoa chez des pèlerins de la Mecque. Donc les autorités saoudiennes ont mis en place un dispositif de contrôle sanitaire extrêmement soigneux pour éviter ce genre de pépins, mais pour vous montrer que les microbes ne manquent pas vraiment d'imagination. La vaccination contre la méningite à méningoa a été rendue obligatoire, c'est-à-dire qu'il faut le tampon pour partir en pèlerinage. Et malgré ça, suite à la diminution considérable d'infections par méningoa, on a vu, je ne sais plus en quelle année très précisément c'était, à partir de 2000, la réapparition d'une incidence importante de méningite à méningocoque, qui était un autre sérotype très rare, qui est le W135. Et donc il a fallu mettre en place maintenant la vaccination quadrivalente, c'est-à-dire A, C, Y et W135, pour contrôler, jusqu'à preuve du contraire, les méningites lors des pèlerinages, l'émergence de la méningite lors des pèlerinages de la Mecque. Donc c'est un problème, ça peut vous paraître un peu un épiphénomène par rapport au reste, mais c'est une source possible, ces grands rassemblements non maîtrisés, en cas où ils sont non maîtrisés, d'émergence infectieuse. Alors, pour revenir un petit peu à cette notion d'épizootie et d'acquisition de ces infections à partir du monde animal, c'est mis en histogramme cet article de Nature de Keith Jones en 2008, où vous voyez en fait les natures des micro-organismes en cause dans ces émergences. La partie noire, ce sont les bactéries et les virus. La partie blanche, ce sont des parasites. Donc vous voyez, c'est quand même les bactéries et les virus qui prédominent. Et puis dans cette partie de l'histogramme, la partie blanche, c'est ce qui est transmis à partir du monde animal, et la partie noire, c'est ce qui est émergé au sein de l'espèce humaine elle-même. Encore une fois, une grosse partie de ces infections étant des infections réémergentes à cause de l'apparition d'une résistance aux antibiotiques, ou la légionellose, par exemple, puisque la légionellose, ce n'est pas un problème d'épizootie, c'est un problème de contamination des systèmes d'eau dans les tours de réfrigération et dans leur distribution ensuite dans les immeubles. Et donc, c'est un problème plus d'architecture complexe que de situations telles qu'on a pu le décrire, par exemple, pour Ebola. Mais ça montre que l'émergence n'a pas finalement de nationalité particulière. Il s'agit simplement de la capacité des micro-organismes, de par leur adaptabilité, à aller dans n'importe quelle situation et en tirer profit. Et on est donc de plus en plus, de ce fait, dans ce concept qui a été poussé beaucoup au démarrage par l'OIE, qui est celui de One World, One Health, c'est-à-dire que la santé humaine et la santé animale ne font qu'un, et l'ensemble des processus de surveillance, de détection et de prise en charge et de prévention doit prendre en compte non seulement la population humaine, mais aussi la population animale qui l'environne. Et ça, c'est un concept qui maintenant marque considérablement les esprits dans les approches et dans la compréhension. Alors,
puisqu'on en est au stade du monde animal et de la transmission éventuellement de ces maladies qui vont devenir émergentes par les animaux, il y a du pour et du contre, et ça montre la complexité de la compréhension des émergences. Alors il y a ce très joli graphique qui montre de façon quasiment linéaire que l'incidence des infections émergentes augmente avec une plus grande biodiversité animale et végétale, une plus grande diversité culturelle, par exemple dans des populations multilinguistiques en Afrique où on a une espèce de patchwork d'ethnies avec des expressions linguistiques différentes, et une plus grande diversité dans les maladies infectieuses endémiques, c'est-à-dire celles qui sont déjà installées, incrustées, comme je disais tout à l'heure, dans le paysage de la pathologie humaine. Alors ça a du sens, parce qu'effectivement, s'il y a beaucoup de ces transmissions animales, plus il y a d'animaux, plus ils sont divers, plus il y a de risques éventuellement de transmission, et plus les populations humaines exposées sont diverses dans leur équipement génétique, je dirais, plus il y a de chances que certains individus soient plus sensibles et permettent à un moment ou à un autre cette émergence. Donc ça a du sens, mais au fond, on arrive à montrer aussi l'inverse, c'est-à-dire que la perte de biodiversité est un facteur d'émergence. Peut-être parce qu'on sort là d'un schéma classique et on rentre dans un schéma qui est, je dirais, plus brutal, qui est celui de l'intervention de l'homme sur son environnement et du risque qu'il prend à intervenir sur son environnement. Donc une perte de biodiversité peut aussi, comme je l'ai mis paradoxalement, donner lieu à une plus grande richesse en maladies infectieuses émergentes. Et les raisons possibles, il y en a deux en fait. Il y a ce qu'on appelle l'effet de dilution. C'est-à-dire que s'il y a beaucoup d'espèces animales, s'il y a des vecteurs en particulier qui transmettent les microbes, les chances de transmission et de démarrage d'une épizootie qui va éventuellement donner lieu à un passage chez l'homme sont diminuées dans la mesure où il y a beaucoup d'événements de transmission à ces animaux divers qui vont se terminer en impasse parce que l'animal n'est pas sensible, pas susceptible, comme on dit en franglais, à cet agent infectieux. Donc si on réduit la population animale, on risque effectivement, en jouant sur ce facteur de dilution, d'augmenter le risque infectieux. Et puis l'autre risque, c'est ce que je disais en disant l'intervention brutale de l'homme sur son environnement, c'est que l'homme s'expose de plus en plus par ses comportements, par ce qu'on a dit tout à l'heure, en particulier pour cette première étape, à des risques infectieux et en particulier les aventures dans les grandes forêts sont un risque majeur. Alors, je voulais prendre un exemple, ce sera la fin de ma deuxième partie, et en troisième partie, je vous raconterai un petit peu l'histoire du MERS qui est très, très caractéristique. Mais l'histoire de cette notion dans le passage d'espèces, du monde animal à l'homme, on n'est jamais dans une situation très claire où il y a souvent un réservoir primaire et un réservoir secondaire. Et c'est souvent à partir de ce réservoir secondaire que l'homme va s'infecter, mais éventuellement de temps en temps aussi à partir du primaire. Je vais essayer de clarifier ça. Et pour le clarifier, j'ai pris l'exemple de l'émergence de l'infection au virus Nipah, du nom du village d'ailleurs, où ça a émergé dans le sud de la Malaisie en 1994. C'est un virus, c'est un paramyxovirus, comme le virus de la rougeole en fait, qui est très très proche d'un virus qui avait émergé quelques années auparavant en Australie, qui s'appelait le virus Hendra, qui se développait chez le cheval et qui, sous forme d'épizootie, s'était transmis à l'homme, donc une zoonose classique. Donc cette infection était marquée très brutalement par la survenue d'une fièvre et d'une encéphalite, souvent mortelle, avec quelques infiltrats pulmonaires. Et les premiers patients qui ont été diagnostiqués avec cette infection étaient en fait des éleveurs de porcs, dans la mesure où l'industrie du porc était devenue, l'élevage et l'industrie du porc étaient devenus un élément très très important de l'économie en Malaisie. Donc à l'occasion de cette épidémie, comme on avait abattu des poulets à Hong Kong pour la grippe, on a abattu 1 million et quelques de porcs dans un pays dont l'économie est fragile. Vous voyez ce que ça représente comme investissement pour les États et les finances relativement fragiles. La question qui n'était pas réglée à ce stade, c'était
dans ces petits villages où se développait la maladie, parce qu'il y a une espèce de petites zones d'abattage artisanaux de porcs, c'était qu'est-ce qui transmettait, qu'est-ce qui faisait que ces porcs avaient reçu ce virus Nipah et l'avaient transmis éventuellement à ceux qui travaillaient à leur contact immédiat. Et on a trouvé assez rapidement, ça c'est la merveille des études épidémiologiques, que c'était en fait la chauve-souris qui était le réservoir primaire et que le porc en fait n'était qu'un réservoir secondaire, mais au fond un système d'expansion, vu la différence de masse entre les deux animaux, et de contact bien entendu plus direct homme-porc que homme-chauve-souris. Et la raison de cette boucle qui était en train de se faire, en tout cas chauve-souris-porc, était liée au fait que pour faire ces élevages et pour mettre en place en parallèle l'agriculture intensive, on avait déforesté de façon massive, en particulier dans les régions sud de la Malaisie, des donc, territoires gagnés sur la forêt, l'agriculture intensive en particulier des vergers, des palmiers dattiers, des manguiers, et au fond, une façon de nourrir les porcs aussi, et puis de nourrir les humains, mais en même temps de nourrir les chauves-souris. Ce qui fait que les chauves-souris qui avaient un cycle de vie sylvatique, en l'absence de forêt, se sont rabattues sur cette agriculture nouvellement créée, en particulier une espèce de chauves-souris qui sont les ptéropus, ce qu'on appelle la grande roussette en français, qui sont ce qu'on appelle fruit bats, c'est-à-dire des chauves-souris qui mangent des fruits. Et en particulier, elles mangent des mangues et des dattes. Elles ont besoin de doses importantes de glucose, parce que ça vole une chauve-souris et ça a besoin de calories. Et donc ces chauves-souris avaient totalement déplacé leur territoire depuis la forêt jusque dans ces régions de vergers, à proximité bien entendu des porcs, et le cycle s'est établi de cette façon. Donc on voit là comment l'intervention humaine, en fait, en particulier la déforestation, les changements écologiques massifs, déstabilisent totalement les écosystèmes et facilitent bien entendu la rencontre d'individus, animaux, qui causent ces émergences infectieuses. La chauve-souris va très bien avec son virus Nipah. Les chauves-souris, c'est des sacs à virus, c'est absolument étonnant. Elles tolèrent les virus, elles ont un système immunitaire. On commence à l'étudier d'ailleurs, parce que c'est vraiment des animaux tout à fait fascinants. Par contre, le porc était parfois malade et l'homme était malade de façon dramatique, comme vous l'avez vu, avec en particulier une encéphalite. Alors, autre histoire intéressante, c'est toujours avec le virus Nipah. Dans les années 2010, il y a eu là encore des clusters d'infections à virus Nipah chez les humains, bien entendu, et un certain nombre de morts. Donc une étude épidémiologique a été lancée. On n'a rien trouvé. Alors bien entendu, on s'est précipité sur les porcs, rien à voir avec les porcs. Et simplement, il y avait quelques indices qui faisaient penser que ça pouvait tourner autour d'une coutume dans certaines régions, en particulier dans le sud du Bangladesh, qui consiste à monter dans les palmiers dattiers, à faire des incisions dans le tronc et à récolter la sève qui coule dans ces espèces de grands pots, et donc de boire cette sève qui a un goût, j'ai goûté, c'est pas terrible, mais bon, les gens aiment ça. Et très curieusement, et donc voilà les activités qui consistent à aller faire ces incisions, à installer ces pots et à récupérer la sève de ces palmiers dattiers. Les épidémiologistes séchaient parce qu'ils ne trouvaient pas ce qui pouvait bien se passer. Et c'est là, je trouve, la beauté de l'intervention anthropologique. C'est-à-dire que les anthropologues se sont mêlés de cette affaire, on a fait des équipes mixtes, c'est en particulier l'université de Stanford, Steve Leby, qui a monté une équipe mixte avec les collègues du Bangladesh, à la fois d'épidémiologistes, d'anthropologues et puis de microbiologistes, bien entendu, pour essayer de comprendre un petit peu ce qui se passait. Et ils ont réussi à faire dire aux gens ce que les gens ne voulaient pas dire. C'est-à-dire qu'en réalité, souvent ils niaient le fait de boire ce liquide, parce que ce qui se passait, c'est que ce liquide
il suffit de le faire fermenter un petit peu pendant quelques jours, et ça fait quelque chose qui ressemble à de la bière avec un degré d'alcool relativement élevé, de l'ordre de 7-8%. Et comme le Bangladesh est un pays musulman, bien sûr, ce n'est pas très bien vu. Se dit, les hommes, le soir, comme partout, on a le pastis après la pétanque en Provence, et ben eux, ils buvaient leur petit tari, qui est leur jus de sève de palmier dattier fermenté discrètement, clandestinement à la maison. Et donc, il y avait une espèce d'interdit, de tabou là-dessus, ils ne voulaient pas le dire. Et il a fallu véritablement que des anthropologues vivent avec eux pendant des semaines, voire des mois, pour avoir le poteau rose. Et le poteau rose, il a été trouvé en disposant des caméras à infrarouge à côté des palmiers pour observer les activités autour des palmiers la nuit. Et ce qu'ils ont observé en reprenant, c'est les caméras de surveillance à l'échelle de l'émergence des maladies infectieuses. Ce qu'ils ont observé, c'est qu'en fait, les chauves-souris venaient boire ce liquide qui sourd du tronc de l'arbre du fait des incisions qui ont été faites avant qu'elles ne soient collectées dans le pot. Par contre, le pot, il collectait les déjections, l'urine des chauves-souris. Et donc, les gens se contaminaient tout simplement au virus Nipah en buvant ce liquide qui avait été lourdement contaminé par les chauves-souris. Et cette histoire d'observation de la vie nocturne des chauves-souris autour des palmiers dattiers est un peu un élément marquant dans l'évolution de l'épidémiologie. Et c'est surtout, encore une fois, l'impact d'introduction de la dimension anthropologique dans l'étude de ces infections et de la cause de leur émergence qui est important à retenir. Et c'est ça le message que je voulais vous donner. Alors, il y a justement, si on parle d'anthropologie, de sciences sociales, un vrai travail de fond qui se développe, mais qui reste encore une fois à développer encore faire ce peu. C'est des domaines qui ne se parlent pas beaucoup. Avec Frédéric, justement, il y a 3 ou 4 ans, on avait fait un symposium ici au collège sur biologie et anthropologie. C'est-à-dire on avait mis des biologistes, des épidémiologistes, des anthropologistes, et on avait essayé de commencer à les faire parler ensemble, et on voit bien comment les trois peuvent apporter des éléments complémentaires dans les analyses de ces situations. Donc on a de plus en plus besoin de cette approche sociologique, on en a parlé pour Ebola, les comportements par rapport à la médecine des populations locales, mais on a aussi besoin, et là on touche aussi à une dimension éthique, dans nos approches de la compréhension des épidémies émergentes par les populations. On a vu la difficulté de faire comprendre le risque éventuel de la grippe H1N1 en 2009-2010 et la résistance des populations à la vaccination. Donc tout ça, ce sont des paramètres que les anthropologues, les sociologues comprennent mieux que les épidémiologistes. Et puis on a toute une dimension dont je parlerai dans le dernier cours, qui est celui de la dernière leçon, qui est celui de l'attitude, en particulier en cas d'émergence dans le Sud, de l'éthique vis-à-vis à la fois des personnes malades, bien entendu, donc toute l'éthique des études cliniques, et puis l'éthique vis-à-vis des médecins et des scientifiques locaux, ce qu'on appelle l'équité scientifique maintenant, qui est le respect de la contribution des médecins, des scientifiques locaux, le respect des échantillons et la nécessité de sortir de cette vision encore parfois un petit peu post-coloniale des études cliniques sur le terrain, en particulier en Afrique, et de rentrer dans une vraie dimension de partenariat égalitaire dans les approches médicales. Et il y a encore du chemin à faire, mais ça s'est engagé, et ça fait partie de toute cette sociologie des infections émergentes qui est vraiment essentielle à intégrer. Donc, au fond, là, ce que j'avais remis dans cette dernière partie, c'est plus une espèce d'approche un petit peu analytique de la situation. On peut aller un peu vite parce qu'on en a déjà parlé. Une émergence, il y a un épisode accidentel de transmission, de saut d'espèce. Il aboutit, il n'aboutit pas. Le plus souvent, il n'aboutit pas. Quand il aboutit, effectivement, ce cas initial de transmission peut donner lieu, si l'hôte humain est réceptif, à une infection, à une maladie, à une dissémination de cette maladie, bien entendu, par tous les moyens dont on a parlé, et à la possibilité de mise en place d'une épidémie.
Donc on est dans cette situation de ce qu'on appelle le spillover au début, c'est-à-dire l'agent infectieux dépasse l'espèce à laquelle il est habituellement associé, espèce qui n'est d'ailleurs pas nécessairement malade. Hein. Les singes, ils se portaient très bien avec le virus de VIH1 ou VIH2. Et puis donc la notion de passage, de débordement, éventuellement 1, 2, 3, on l'a vu avec l'Ebola, et puis le Xème donne lieu à l'explosion épidémique. Donc on est là dans des situations qui sont un peu on lance le dé, ça marche pas. C'est bien entendu toute la notion des paramètres dont j'ai parlé tout à l'heure. Et puis ce qu'on voit de plus en plus et que demandent d'ailleurs les autorités, et c'est compréhensible à la fois nationales et internationales, c'est une modélisation, un paramétrage des étapes précoces de cette épidémie. Et ce que les gens aiment bien pour apprécier le potentiel de développement, c'est ce fameux R0 qui est le taux de reproduction de base, qu'on appelle aussi le seuil épidémique. C'est combien d'individus une personne infectée, malade, va pouvoir contaminer en moyenne. Alors ce R0, s'il est supérieur à 1, il y a une épidémie. S'il est inférieur à 1, il n'y a pas d'épidémie, bien entendu. Et pour essayer de le mesurer un petit peu, il est le produit de 3 facteurs qui sont la probabilité de transmission de l'infection au cours d'un contact interhumain. Là, maintenant, on est vraiment le virus ou le microbe est passé dans la population humaine. Le nombre moyen de contacts, qui va bien entendu faciliter l'échange, et puis la durée moyenne de la phase infectieuse qui augmente d'autant ces risques d'échange. Donc ce R0 varie considérablement d'un microbe à l'autre, et il est aussi assez difficile à apprécier si on a un vecteur en intermédiaire, si un individu X infecté par le Zika ou le chikungunya ou le paludisme va être prélevé par un moustique et combien d'autres personnes vont être piquées par ce moustique et infectées. On voit bien qu'on est dans une dimension différente et qu'il y a un petit peu de limite à l'appréciation du R0. Alors, le record du R0, c'est la rougeole. En gros, entre 15 et 20 individus, c'est-à-dire un enfant malade de la rougeole va infecter 20 enfants si cette population à laquelle il est exposé n'est pas vaccinée. Paradoxalement, je dirais presque la grippe est aux alentours de 1,5 ou 2 de R0, sauf les pandémies grippales un peu sévères où on passe un petit peu au-dessus de 3. Donc ça, c'est vraiment, pour simplifier, un paramètre important. Vous voyez, le chikungunya est aux alentours de 4, ce qui est une performance relativement intéressante, pour le chikungunya en tout cas. Donc on peut et on essaye au maximum, et là je radote peut-être un petit peu, de rationaliser les différentes étapes de façon à mieux comprendre l'exposition, l'infection, la dispersion, la diffusion et éventuellement l'adaptation du microbe qui va pouvoir acquérir éventuellement au cours de cette épidémie, par exemple une plus grande virulence. Ça avait été probablement le cas de l'épidémie de grippe espagnole en 1918. Donc tout ça nous amène à une liste qui s'allonge au fur et à mesure. Tous les ans, il y a quelque chose de nouveau qui apparaît sur l'écran radar. Donc là, vous relisez un peu toute l'histoire de la médecine des émergences infectieuses depuis maintenant une trentaine ou une quarantaine d'années, avec en tête du peloton maintenant des virus comme Zika, chikungunya et bien entendu le virus dont je vais vous parler pour terminer, qui sont les coronavirus. Alors je vous parle de coronavirus parce que ça aussi, ça fait partie de ces boîtes noires qui restent dans le génie évolutif des maladies infectieuses. Pourquoi, au fond, est-on plus exposé pour les problèmes d'émergence à des arbovirus, des virus transportés par les moustiques? Pourquoi d'un seul coup les coronavirus commencent à prendre le dessus et à représenter une vraie menace? Donc la première introduction finalement du coronavirus dans l'espèce humaine, en tout cas qui se soit soldée par une épidémie et pas par une impasse virale, c'est en 2003, c'est l'épidémie de SRAS, syndrome d'infection pulmonaire aiguë,
qui avait démarré en Asie et qui, comme je l'ai dit, a très vite sauté les continents pour se développer, en particulier en Amérique du Nord, mais aussi en Europe, avec là aussi cette fameuse chauve-souris. Pourtant, c'est des beaux animaux, c'est malheureux d'être obligé de les stigmatiser comme ça pour leur responsabilité en tant que réservoir primaire de tous ces virus émergents, mais c'est le cas, et il y a des milliers d'espèces de chauves-souris, donc malheureusement la panoplie est assez large et les risques encourus très très divers. Mais toujours, encore une fois, un animal qui est le réservoir primaire, qui peut éventuellement contaminer directement. On a vu, on va boire du tari infecté par les déjections des chauves-souris, mais qui le plus souvent, pour ce qui est de l'émergence, passe par un réservoir animal secondaire. Et dans le cas présent, ça a été la civette, c'est-à-dire un petit félin qui est très endémique en Asie, plusieurs espèces. Au fond, cet animal devient le vrai réservoir pour la transmission parce qu'il est proche de l'homme, il vit à côté de l'homme, soit parce que c'est un animal plus ou moins de compagnie, domestique, soit parce que l'homme est un de ses prédateurs et va l'utiliser éventuellement pour la nourriture. Donc ce schéma semble peu à peu émerger de cette nécessité d'un réservoir primaire et d'un réservoir secondaire, à la fois en termes de masse virale qui devient disponible, c'est un peu comme le cochon pour la grippe, et de contact humain facilité. Donc on était sorti du SRAS et on pensait, ou du SARS en français, on pensait être tranquille. Et puis il y a maintenant très peu de temps, en 2012, on a vu apparaître un nouveau coronavirus chez un certain nombre de patients en Arabie Saoudite qui présentaient une pneumonie grave avec fièvre, avec une insuffisance respiratoire aiguë, après, dans un certain nombre de cas, une défaillance d'organes généralisée, et donc un taux de mortalité 3 fois plus élevé que le taux de mortalité de SRAS qui avait été observé dans l'épidémie de 2003 entre l'Asie et là. Donc clairement, un signal très fort et une nouvelle émergence, ce d'autant que le virus, bien qu'un coronavirus, était clairement d'emblée, séquencé très très rapidement, différent du virus qui avait causé le SRAS. Donc 1500 cas rapportés depuis 2012, c'est une petite, je dirais, épidémie encore par rapport à des chiffres qu'on a pu citer, mais on voit que ça augmente progressivement et souvent dans ces situations-là, on atteint éventuellement à un moment un seuil explosif qu'on a heureusement a priori pas encore atteint. Ce qui est intéressant, parce qu'on est en Arabie Saoudite, c'est que le réservoir, finalement, ce n'est pas la civette, ce n'est pas le porc, c'est le dromadaire. Et ça, c'était quand même un petit peu inattendu. Et au début, on a un petit peu rigolé, pour être franc. Et puis, tout doucement, les choses se sont vraiment confirmées. Sauf qu'encore une fois, le dromadaire apparaissait vraiment comme le réservoir, mais qu'ensuite, l'homme prenait le relais. Parce que très rapidement, on a vu apparaître des cas de MERS. Donc, MERS, c'est pour Middle East Respiratory Syndrome. On a vu apparaître des cas en Corée du Sud, par exemple, à Séoul. Les dromadaires sont quand même relativement rares dans cette région. Donc, clairement, l'épidémie sortait de ce contexte simple d'interaction éventuellement homme-chameau, homme-dromadaire, et explosait éventuellement à l'échelle de la planète. D'autant plus qu'on s'est aperçu très très rapidement que ce virus se développait, et ça avait été déjà observé avec le SRAS à Toronto dans les unités d'accueil des urgences ou dans les unités de soins intensifs, sur un mode d'infection nosocomiale. Et ça a été le cas en Corée, où on a vu des épisodes d'infection nosocomiale dramatiques liés à l'introduction d'un patient atteint de cette maladie qui le transmettait essentiellement aux urgences, toussant dans la figure des gens, et où on voit en particulier en Arabie Saoudite, où il y a un système hospitalier qui est un petit peu à deux vitesses, qui a clairement des cas de transmission dans les populations, les ouvriers étrangers et ainsi de suite, beaucoup plus élevés que dans les cliniques réservées aux nationaux et aux riches. Donc on est dans une situation là clairement d'amplification ensuite interhumaine
facilitée éventuellement par l'agrégation de ces patients dans les hôpitaux et aux urgences. Et du coup, on se retrouve avec une carte qui commence à s'enrichir tout doucement. Alors bien entendu, l'épicentre est l'Arabie saoudite, mais on voit de plus en plus des cas de MERS apparaître dans des pays très à distance. On a parlé de la Corée, mais il y a aux États-Unis, on a eu 2 cas en France, et ainsi de suite. Donc on est vraiment en veille sur cette épidémiologie parce que la maladie est vraiment très grave. Alors, ce n'était pas encore clair, cette histoire de transmission du dromadaire à... Hergé l'avait déjà inventé, c'était les lamas, mais c'était des camélidés quand même, donc il n'était pas loin du compte. On devrait relire quand même Charles Nicolle et Hergé un peu plus souvent quand on fait des maladies émergentes. Et donc c'est une équipe en Arabie Saoudite avec le soutien de collègues dans d'autres pays qui ont au fond identifié un patient. Il avait la chance que, bon, la chance, le patient est décédé, donc c'est pas vraiment de la chance, mais ils avaient un sérum préalable qui avait été prélevé chez cette personne, il était séronégatif pour le MERS, coronavirus. Et ils ont identifié le chameau, c'était un homme qui était éleveur de chameaux, chez lequel ils ont isolé le virus. Ils ont isolé le virus chez cet homme qui auparavant ne l'avait pas présenté puisqu'il n'avait pas de signature immunologique. Et les 2 génomes qui ont été séquencés étaient strictement identiques à 1 ou 2 nucléotides près, ce qui ne veut rien dire du tout. Donc c'est exactement le même virus qui a été observé chez l'animal et chez l'homme. Et on considère, même si on n'a pas vraiment les postulats de corps, parce que l'idée n'est pas vraiment d'aller donner le virus à d'autres pour voir si ça fait la même chose, qu'on a prouvé la transmission du chameau à l'homme. Donc on est dans une notion, là, encore une fois, de réservoir par le dromadaire de ce virus, de ce coronavirus, avec probablement une transmission qui s'est faite il y a au moins 30 ans, très probablement dans la Corne de l'Afrique, en Somalie ou éventuellement un peu plus dans le Maghreb. C'est ce qu'on commence à voir sur des études épidémiologiques très larges qui recueillent des échantillons. Il s'avère que les camélidés sont très infectés par ce virus, souvent porteurs sains, parfois ils sont malades, mais le plus souvent porteurs sains, et qu'au fond, comme pour l'Ebola, probablement il y a un moment, et on y est, où des conditions environnementales particulières font que l'épizootie s'est aggravée, que la masse virale disponible est plus importante et que donc l'humain en contact, soit par effet de domestication de l'animal ou par utilisation de la viande au moment des fêtes du Hajj, on a calculé qu'on tuait 30 000 chameaux en Arabie Saoudite. Et ça, vu l'endémie donc de ce virus, ça commence à poser un vrai problème sanitaire et des nécessités de prévention. Donc cette notion de proximité est très très importante et on se retrouve dans la même situation que le porc ou d'autres animaux, donc en tant que réservoir secondaire, mais capable de transmettre la maladie. Et donc on s'aperçoit aussi que chez l'homme, la maladie est probablement beaucoup plus endémique qu'on le pensait, dans la mesure où il y a beaucoup de séropositivité pour le MERS coronavirus, sans historique, sans anamnèse d'infection, de maladie véritablement. Donc on a probablement des grades différents de gravité. Et il y a donc bien entendu tout de suite la notion éventuellement de terrain génétique et de certaines personnes qui seraient plus sensibles que d'autres à l'infection par le coronavirus. Tout ça est en cours à l'heure actuelle. Alors le virus, phylogéniquement, il est très différent du SARS, puisque le SARS est ici à une branche presque extrême. Et on est ici avec le MERS dans un chameau et homme, puisque maintenant on sait que c'est la même chose en termes de souche. Et comme par hasard, les virus les plus proches sont des coronavirus de chauve-souris. Donc une fois de plus, cette pauvre chauve-souris est sur le grill. Et on pense effectivement que l'origine de la transmission, alors je vous disais au chameau, il y a plus de 30 ans, on ne sait pas très bien quand ça a pu se transmettre, est probablement liée à cette chauve-souris ici, Neuromycia capensis, qui a été montrée porteuse d'un coronavirus qui est très très proche du coronavirus
présents chez le chameau. Et sur les arbres phylogénétiques, en composants simplifiés, on arrive à reconstruire la phylogénie de l'ensemble de ces souches, à la fois humaines et chez le chameau, à partir de très peu de modifications du virus qui est présent chez la chauve-souris. Alors ça, c'est passionnant parce que quelque part, ça illustre ces événements de saut d'espèce. C'est-à-dire que ce virus de la chauve-souris a sauté chez le chameau et du chameau est passé chez l'homme. Est-ce qu'il y a eu des modifications? Est-ce qu'il y a eu une adaptation de ces virus qui a permis ce saut d'espèce? Et c'est là qu'intervient la variabilité et l'adaptation microbienne, le virus. En fait, je ne sais pas si je vais montrer, c'est un très beau virus, le coronavirus, pour ça il s'appelle corona, parce qu'il a ces spicules à la surface, qui sont en fait des protéines, la protéine S1 qui va assurer la liaison au récepteur sur la cellule, qui le couronne littéralement. C'est une très très belle image. Si ce n'était pas si méchant, ce serait presque esthétique. Donc le virus, que ce soit le SARS coronavirus ou le MERS coronavirus, sont des virus à ARN positif, donc codant directement, pour une longue protéine qui va ensuite être clivée par des protéases pour faire ce qu'on appelle les protéines non structurales du virus, tout ce qui est à l'intérieur, qui interagit avec les acides nucléiques et ainsi de suite, la capside. Et puis on a des protéines structurales, il y en a 4 en particulier, et en particulier cette fameuse protéine S1 qui est codée par des gènes qui sont plus vers la partie 3' de cet ARN. Et ce qui est tout à fait intéressant, c'est que en fait, cette spicule, ce spike que vous voyez ici et que vous voyez ici en coloration, est donc codé par ce gène S1. Dans ce gène S1 est inclus une petite séquence qui a été définie comme étant la séquence de liaison au récepteur. Le récepteur a d'ailleurs été identifié, c'est un antigène qui s'appelle CD26, qui est une dipeptidide peptidase. Ce n'est pas le même récepteur que le récepteur du SARS coronavirus, qui est le ACE2, qui est l'enzyme de conversion le récepteur d'enzyme de conversion de l'angiotensine. Donc, ce qui a été montré très clairement, c'est que cette petite séquence qui permet l'association au récepteur diffère du NeoCOV, qui est le virus de la chauve-souris, et du MERS-CoV, qui est le virus du dromadaire et maintenant de l'homme. Et en fait, cette adaptation, ce changement de séquence qui permet une liaison à un autre récepteur, est probablement la différence qui fait que ce virus a passé d'une espèce à l'autre, et on a là la signature moléculaire en fait de ce passage d'espèce. Donc je terminerai là-dessus, en fait, peut-être en espérant vous avoir convaincu que les maladies émergentes, d'abord c'est un thème passionnant, et puis, de toute façon on n'a pas le choix, on y fait face et il faut les prendre de front, que ça nécessite une approche multidisciplinaire, on a besoin d'épidémiologistes, d'anthropologues, de virologistes, on a besoin aussi de biologistes moléculaires, on a besoin d'entomologistes, on a besoin de gens qui connaissent les animaux, de spécialistes des chauves-souris. Tout ça est une nouvelle façon d'approcher l'émergence des maladies infectieuses que Charles Nicholl n'aurait sûrement pas renié, et où on retrouve ce thème qui était déjà en fait modélisé, je dirais, dans le rapport de 1992 de Lederberg sur, au fond, ce cycle épizootique. Ici, on a vu pas mal d'animaux. Ici, on est chez le chameau, qui est initialement infecté généralement par un animal réservoir primaire qui, très souvent maintenant, dans les situations de cette nature, est la chauve-souris, mais on en trouvera d'autres, ne vous inquiétez pas.
Et à partir de ce réservoir secondaire qui, au fond, a un effet un peu de fermenteur, d'amplificateur et éventuellement de générateur de variations génétiques, on le connaît très bien pour la grippe, par exemple, chez le cochon, qui fait un peu la synthèse de toutes les souches apportées par les oiseaux et les recombine, et au fond de ça sort des tas d'essais qui sont éventuellement des impasses chez l'homme, mais il y en a toujours un qui marche et qui va donner lieu à l'épidémie ou à la pandémie de grippe. Donc à la périphérie de ce cycle, on a parlé la semaine dernière de la peste et des rongeurs sauvages, des rongeurs urbains, on a l'homme qui gravite, qui peut se contaminer par proximité professionnelle ou en cas de contact avec des chameaux pour des raisons d'animal domestique, encore une fois, ou d'abattage, de dépeçage. Les relations avec le chameau sont assez variables dans ces régions. L'homme va être infecté et l'homme éventuellement va pouvoir transmettre à d'autres hommes, ce qui est la catastrophe la plus difficile à prévoir initialement dans les modélisations. Néanmoins, c'est ce qu'on essaye de faire de plus en plus. Simon Kochmez, chez nous à l'Institut Pasteur aussi, fait ça beaucoup, ces espèces de modélisation mathématique précoce de la dynamique des épidémies. Et il est sûr que des événements comme ce qui s'est produit dans les unités d'urgence ou de soins intensifs en Corée et récemment en Arabie Saoudite rendent relativement prudents sur effectivement le risque de transmission interhumaine. Et on a là, au fond, sur une diapositive, presque l'ensemble des composants qui vont amener à une épidémie, voire à une pandémie, et les éléments sociétaux en fait, qui sous-tendent encore une fois ces infections émergentes. Et on essaiera de voir au fur et à mesure des leçons un certain nombre d'exemples plus particuliers. Et puis, cette séminaire, le dernier séminaire des dernières leçons qui sera sur, justement, je vais parler la semaine dernière, l'utilisation de Google et des réseaux sociaux pour essayer de mieux comprendre la perception du public par rapport à ces phénomènes d'émergence et les insuffisances de compréhension et les attitudes, en particulier vis-à-vis de la prévention. Tout ça est un aspect qui vient se brancher sur les approches un petit peu plus classiques. Donc voilà, je vous remercie de votre attention